Je l'ai rêvé, nous l'avons rêvé au sein de Nouvelle Donne, et vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Aujourd'hui, nous avons 130, 140 inscrits. Vous êtes probablement plus de 100 personnes ici. Alors les premiers à ovationner, c'est vous-même. Applaudissons vous. Voilà, mais tout ceci n'a été possible que grâce à initialement 2 personnes qui sont Monsieur Pierre G, directeur général du Conseil général, et Monsieur Hervé Gaudin, directeur de la communication. Monsieur Gaudin est présent avec nous ce soir. Merci Monsieur Gaudin. Le Conseil général nous invite aujourd'hui dans la salle de séance du Conseil et j'espère que vous avez pu l'apprécier. C'est grandiose. Voilà, nous apprécions au sein de Nouvelle Donne d'être accueillis ainsi et que nos invités ce soir soient accueillis de cette manière-là. Je souhaite également remercier d'autres personnes du Conseil général qui sont Madame Claire Joliet, qui est peut-être présente, que je ne connais que par téléphone, mais que j'ai eu tous les jours en ligne ces derniers temps pour l'organisation efficiente de cette soirée. Également Madame Marion Trips, qui s'est chargée de la communication au sein du Conseil général. Je remercie d'avance les personnes de l'intendance qui vont s'occuper également du verre de l'amitié par la suite, les personnels techniques, les personnels de l'accueil. Voilà, tous les gens du Conseil général qui nous aident depuis 3 ans et depuis la création de l'association. Je souhaite que nous fassions une ovation au Conseil général. Voilà, mais une conférence, ça nécessite en premier lieu un conférencier. Et nous avons ce soir le meilleur. En tout cas, un expert en recrutement. Il est co-organisateur de l'événement le plus marquant en France du recrutement et de la marque employeur, co-organisateur également du Barcamp au niveau du recrutement innovant. Il a été sollicité il y a 1 an par les éditions Hachette pour écrire un livre sur les jobs et réseaux sociaux. Il est fondateur également de la société Link Humans. J'ai nommé Jean-Christophe Hanna. Merci. Pour animer cette soirée, un journaliste, un reporter, mais surtout aujourd'hui, l'animateur, le patron du web rue 89 Strasbourg. C'est le journal numérique de l'Alsace. C'est de Strasbourg, pardon, Pierre, de Strasbourg. Et si vous vous y connectez, vous constaterez très vite que c'est un journal qui est proche de nous. Je vous invite sincèrement à aller visiter ce site-là, vous inscrire à la newsletter, vous verrez la proximité, vous verrez les bons conseils également pour toutes les bonnes soirées. Et d'ailleurs, le choix de la rédac ce jour est excellent puisqu'il conseillait cette conférence. Merci Pierre pour ta présence. Alors, quelques mots également sur Nouvelle Donne Alsace. Nouvelle Donne Alsace a été fondée fin 2009 et a pour objet d'aider les cadres en recherche d'emploi. Ce soir, vous l'aurez noté, nous avons organisé de la conférence non uniquement pour les cadres, mais également pour toute personne. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont justement utilisés par toute personne et sont susceptibles également de pouvoir générer des opportunités de travail. C'est également ça l'esprit Nouvelle Donne, c'est créer de la valeur ajoutée autre que le travail fait en réunion de groupe. Alors justement, quand un cadre nous rejoint dans l'association, souvent il est en difficulté. Il a rencontré des réponses négatives ou des non-réponses, il doute de sa propre valeur et la première des choses que nous faisons avec lui, nous l'aidons à construire son projet. Construire son projet, à un moment donné, c'est revoir avec lui son CV, bien sûr, sa lettre de motivation, savoir exactement ce qu'il recherche. Il va suivre des formations. Nous avons au sein de Nouvelle Donne une dizaine de sympathisants qui viennent généreusement dispenser des formations. Nous avons également 12 membres permanents qui sont des professionnels qui ont une expérience dingue. C'est vraiment de l'or en barre. Ce sont des dirigeants de la région, encore en activité ou à la retraite. Au fur et à mesure, la personne va se construire, va redéfinir sa valeur, va être à un moment donné à nouveau disposée dans sa tête
à rencontrer des recruteurs, à se présenter. Voilà. Et à un moment donné, il va être à 100%, peut-être même plus, parce que chez nous, il va découvrir peut-être des compétences qu'il n'avait pas identifiées chez lui. Voilà. Et à un moment donné, il retrouve toute sa valeur sur le marché. Alors, je voudrais surtout, maintenant que les bénévoles de l'association se lèvent également pour qu'ils puissent être identifiés, que vous puissiez tout à l'heure à l'extérieur également discuter avec eux. Et je souhaiterais que vous les ovationnez. Claire, Valérie, Laurent, Dominique. D'ailleurs, à vrai dire, au sein de l'association, nous avons lancé un audit et l'ensemble des audits que nous avons lancés ont eu le même résultat. Les bénévoles, nous ne pouvons pas les payer parce que la valeur de leurs conseils est inestimable. Je veux également présenter une personne qui est présente aujourd'hui avec nous, qui a un talent. Je vous invite à visiter son site internet. J'ai nommé Anthony Bonhomme. Il est directeur de sa société Goodman & You. Allez sur son site, vous verrez les vidéos qu'il réalise. En tout cas, pour ma part, j'étais complètement touché. Il est partenaire depuis 4 jours de l'association. Je te remercie d'être présent, Anthony. Voilà pour les présentations. Il est maintenant temps de passer à l'action. Et juste avant de démarrer la conférence, je vais laisser la parole à M. Hervé Gaudin. Merci Luc. Bonsoir à tout le monde. Au nom du président du Conseil général, Guy-Dominique Kennel, eh bien, je vous remercie infiniment d'être venu ici ce soir au Conseil général. Vous voyez, le Conseil général, depuis quelques années, ouvre ses portes à ce genre d'initiative, évidemment à la vôtre, Luc, parce que vous serez toujours les bienvenus dans ces enceintes, plus grand ou plus modeste, ça dépendra. Mais en tout cas, vous êtes ici chez vous. Vous le savez, je crois que Pierre Jay vous l'avez dit clairement dans son bureau. Nous sommes ravis aujourd'hui aussi d'ouvrir donc les portes à tout type d'initiative, on va dire, qui peut vous concerner un jour. Donc n'hésitez pas à me contacter pour tout désir de réunion, on va dire, associative et autres. C'est aussi la maison des Barinois, je le dis régulièrement où que j'aille. Je tiens aussi à vous informer d'un grand colloque que nous organisons, c'est le 15 octobre prochain, un colloque qui concerne l'innovation au service de l'autonomie. Ça peut vous concerner directement parce que vous avez peut-être des parents ou grands-parents qui sont déjà touchés par quelques maladies et qui permettent justement aujourd'hui, grâce aux technologies, aux nouvelles technologies, de rester un peu plus longtemps chez soi. Et ce sont les premières rencontres nationales qui auront lieu dans cette même salle, le mardi 15 octobre. Je vous laisse à la sortie le programme complet. Il est encore temps de s'inscrire à cet événement. Voilà. Je ne peux pas évidemment laisser le micro sans penser à toute l'équipe web du Conseil général qui est au complet là. Le département du Bas-Rhin, c'est le premier département Facebook, donc en termes de fans. Donc c'est aussi une politique sur les réseaux sociaux très importante. Et aussi pour les 4000 agents qui travaillent tous les jours dans cette collectivité, puisque grâce au service de la direction des services d'information, et je salue la présence de Rémi Haïm ce soir à vos côtés, eh bien, nous réussissons justement à développer tout ce qui est la proximité pour les citoyens, mais aussi proximité pour les agents grâce au portail Iris, qui vous a été présenté tout à l'heure et qui permet à chacun d'avoir des nouvelles fraîches sur cette vie du Conseil général. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore d'être venus ce soir. Et puis, bonne conférence, messieurs. Merci. Merci. Merci Hervé. Alors merci à tous d'être venus. Donc l'objectif de cette conférence, plus qu'une conférence, ça c'est presque un atelier jobs et réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on est descendu d'un cran. On est venu ici pour entamer avec vous une discussion et que vous n'hésitiez pas à poser des questions. Moi, je rêvais de m'asseoir sur le fauteuil de Guy-Dominique Kennel, mais je le ferai une autre fois finalement. Voilà, donc on accueille Jean-Christophe Anna. Alors Jean-Christophe, il y a 2 jours, j'ai reçu, parce que maintenant je suis patron, j'ai reçu une lettre avec dedans une lettre de motivation et un CV
au format A4, etc. Voilà, me demandant si j'avais pas des opportunités de poste de journaliste. Est-ce qu'on peut encore faire ça aujourd'hui? Oui, Pierre. Bonsoir à tous déjà. Alors oui, évidemment, aujourd'hui, on peut encore répondre de cette manière-là. C'est la manière classique qui veut qu'on réponde avec un CV, avec une lettre de motivation. Sauf que aujourd'hui, ça ne fait plus forcément la différence, pas suffisamment en tout cas la différence. Pour sortir du lot, il faut passer à l'action. Ça va être mon credo ce soir, c'est le credo de mon livre. Mais vous avez la possibilité aussi aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, comme Viadeo, comme LinkedIn, les médias sociaux de manière plus large, avec Twitter, Facebook et tous les autres, c'est la possibilité finalement de sortir un petit peu de cette guerre qui est celle des personnes en recherche d'emploi. Pardon, je parle trop fort, désolé. Et en fait, l'idée, c'est de sortir du lot. Finalement, aujourd'hui, on dit d'un côté que les recruteurs cherchent des clones, recrutent des clones, mais finalement, s'ils cherchent et s'ils recrutent des clones, c'est peut-être aussi de votre faute. Je m'explique. Finalement, vous faites tous la même chose. Quand vous êtes en recherche d'emploi, vous allez tous mettre votre CV sur les sites emploi, APEC, Monster, Cadre Emploi, Région Job. Vous allez tous répondre aux annonces, forcément. Vous allez tous faire des candidatures spontanées. Et vous pensez que ça va suffire. Or, ça ne suffit vraiment pas, et je pense que ceux qui sont en recherche d'emploi s'en sont aperçus et n'ont pas attendu ce soir pour s'en rendre compte. Donc, moi, je vais vous donner quelques recettes. En utilisant les réseaux sociaux de manière efficace, utile, on peut sortir du lot et se faire remarquer des recruteurs. Voilà l'idée. Alors, une petite remarque, comme les recettes de Jean-Christophe, moi j'en connais quelques-unes, mais j'en découvre à chaque fois, comme les recettes utilisent un vocabulaire sur le web, on parle de réseaux sociaux, on va parler de tweets, on va parler de profils, etc., n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse immédiatement expliciter un terme si jamais c'est nécessaire. Hein. Voilà. Eh bien, je t'en prie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Alors, puisque l'objectif, c'est ça, c'est d'exister au-delà du CV et au-delà de la candidature. Donc, alors, je vais peut-être faire un petit sondage pour commencer. Qui est présent sur Viadeo? D'accord. Donc, oubliez ma remarque sur les... Non, mais c'est intéressant. Qui est actif sur Viadeo? Ok, il y en a déjà nettement moins. Qui est présent sur LinkedIn? Un petit peu moins. Twitter. D'accord. Qui n'est pas présent sur Facebook? Tout court. Alors ça, on pourra en parler plus tard peut-être, hein, Pierre, de la professionnalisation aujourd'hui de Facebook. Mais Facebook, effectivement, devient un outil qui peut être intéressant dans un futur proche, même pour sa recherche d'emploi. Voilà. Donc l'idée de ce questionnaire, c'est de savoir un petit peu où vous en êtes. Moi, j'ai une théorie qui est proche de la théorie de l'évolution. Finalement, je trouve que les réseaux sociaux, c'est très darwinien. Il y a une espèce de sélection naturelle. Alors, généralement, quand je suis en conférence, dans une conférence un peu plus classique que ce soir et que j'ai des slides dans le dos, je commence mes interventions avec 3 bocaux. Vous avez des poissons. Il y a énormément de poissons rouges dans le bocal de gauche. Il y en a un peu moins dans le bocal du centre. Et il y en a très peu, voire un seul, qui passe du bocal du centre vers le bocal de droite. Donc aujourd'hui, moi, je me trouve dans le bocal de droite et il y a de fortes chances que vous soyez quasiment tous dans le bocal de gauche. Donc l'idée de la conférence de ce soir, c'est de vous emmener passer du premier au deuxième, puis du second vers le troisième bocal. Alors comment on sait que quelqu'un est dans le bocal de droite alors déjà, je vais parce que ça peut paraître un peu obscur comme image, je vais vous dire un petit peu ce que j'entends par ces différents bocaux. J'ai classé ainsi les utilisateurs des réseaux sociaux, donc là je parle vraiment de Viadeo et de LinkedIn, on verra Facebook peut-être dans un second temps, en 3 catégories. Donc pour moi, il y a les attentistes, les personnes passives, dont vous faites sans doute partie pour la plupart, je vous provoque involontairement, ce sont les personnes qui se sont inscrites sur ces réseaux, qui ont rempli à minima, enfin plus ou moins, quelquefois plutôt bien, leur profil, et qui attendent. Et là, vous pouvez attendre très longtemps. Aujourd'hui, sur un site comme Viadeo, il y a 8 millions de Français, 55 millions de personnes dans le monde. Sur LinkedIn, il y a 238 millions de personnes dans le monde, 6 en France. Donc un profil, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Un profil, ça vous permet de gérer votre image, de mieux maîtriser votre identité professionnelle, on va sans doute y revenir, mais ça ne suffit pas. Le deuxième bocal, ce sont les utilisateurs que j'appelle les curieux, les curieux et les réseauteurs, ceux qui vont aller un petit peu plus loin, qui vont explorer les différentes fonctionnalités de ces outils, et Dieu sait qu'il y en a, et qui vont surtout commencer par y
tisser leur toile. Parce que finalement, on parle de réseaux sociaux, ce sont avant tout des réseaux. Et des réseaux sociaux, la terminologie même du terme, on n'a pas attendu le web et les médias sociaux pour parler de réseaux sociaux. Tout club, Nouvelle Donne Alsace, est un réseau social. Donc finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur ces outils? Je vais pouvoir tisser ma toile, c'est-à-dire que je vais pouvoir matérialiser mes contacts. Je vais pouvoir reprendre toutes les cartes de visite que j'ai l'habitude de mettre, de stocker dans une boîte à chaussures qui prend la poussière toute l'année, ou dans un classeur, et je vais chercher tous ces contacts sur Viadeo, sur LinkedIn. Je vais les inviter à rejoindre mon réseau, et du coup, je vais construire mon réseau, et tout au long de ma vie professionnelle, je vais développer ce réseau. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je l'invite, je l'ajoute naturellement à mon réseau. Je peux même organiser ce réseau, là aussi on y reviendra. Donc voilà, ça c'est la deuxième utilisation. La troisième, ce sont les audacieux, les culottés, ceux qui vont encore un peu plus loin, ceux qui se servent concrètement de ces outils pour booster leur recherche d'emploi, pour dynamiser leur carrière. Et là, il y a énormément de choses à faire et je pense qu'on va donner un certain nombre d'exemples ce soir. Donc voilà, moi j'ai envie qu'il y ait un peu plus de poissons pour jouer avec moi dans le bocal de droite. Voilà. Alors, tu as mis à l'écran une recherche Google. C'est parce que, j'imagine, c'est le premier réflexe d'un recruteur. C'est le mien en tout cas. À chaque fois que je reçois un CV et une proposition, alors généralement c'est quand même par email chez nous, je commence par googliser le nom de la personne. Et donc il en ressort un certain nombre de résultats. Alors tu as mis le tien. Qu'est-ce que ça veut dire quand on truste à ce point-là la première page des résultats de Google? Alors, je ne savais pas trop quoi vous mettre, puisqu'encore une fois, je suis venu sans présentation et qu'on a plutôt cet échange avec Pierre. Donc je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, mettons ça, parce que finalement, c'est assez parlant. L'idée de cette première page, c'est pour vous montrer à quel point, en étant présent sur les réseaux choisis, vous allez pouvoir maîtriser votre image. Finalement, Pierre, tu dis qu'un recruteur va googliser un candidat, mais tout un chacun, enfin moi, à chaque fois, alors moi je suis peut-être un peu particulier, je suis un cas à part forcément, mais en allant avant de rencontrer une personne, quelle qu'elle soit, le premier réflexe, c'est de la googliser, de voir qui elle est, de voir un petit peu quel a été son parcours, quelle est son histoire personnelle. Et ça, c'est un réflexe aujourd'hui. Je crois qu'il y avait une enquête il y a 2-3 ans aux États-Unis où les ados américains googlisaient leur future conquête amoureuse, les ados américains. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. Et j'imagine, j'espère pour vous, que vous l'avez tous fait déjà pour vous-même. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui ne l'a toujours pas fait pour soi? Est-ce que vous vous êtes tous googlisés au moins une fois? Non? J'imagine. Donc ça, c'est la première chose à faire. De toute façon, là, ceux qui ne l'ont pas fait, ils n'oseront jamais le dire. Non. La première chose à faire, c'est d'auditer sa présence en ligne. Donc il suffit de saisir votre prénom et votre nom dans Google et de voir finalement quels sont les résultats qui apparaissent. Donc on prend connaissance au passage d'éventuels homonymes et on va surtout voir si finalement, est-ce que vous avez une image qui est un tant soit peu construite, maîtrisée, ou est-ce que vous subissez les résultats que l'on peut retrouver sur Internet. Donc il y a deux composantes. Quand vous voyez ici, alors je ne vais pas descendre un peu plus bas, mais on pourrait le faire. Vous avez votre marque personnelle. Finalement, vous avez tous une marque. C'est votre nom et vos présences en ligne. Cette marque, elle a deux composantes. D'un côté, vous avez l'e-réputation. L'e-réputation, c'est ce que disent les autres de vous, ce que pensent les autres de vous. C'est le fait qu'une photo soit taguée sur Facebook, une photo sur laquelle vous êtes présent, évidemment. C'est la possibilité aussi, si vous avez couru, je ne sais pas, les 10 km de Strasbourg, vous apparaissez dans le classement des dernières nouvelles d'Alsace ou sur rue 89 Strasbourg. Et du coup, il y a un endroit sur la toile où votre nom apparaît et il peut apparaître dans les résultats de Google. Donc tout ça, c'est l'e-réputation. C'est toutes les informations que vous n'avez pas vous-même saisies sur Internet. A contrario, de l'autre côté, se trouve l'identité numérique. L'identité numérique, c'est ce que vous choisissez de dire de vous-même. C'est l'image que vous choisissez de façonner, de construire, de customiser quelque part. Et cette identité numérique, vous pouvez totalement la maîtriser en faisant le pari d'être présent sur Viadeo, sur LinkedIn, sur un outil comme Do You Buzz, qui est un CV en ligne, et ainsi vous allez truster les premières places sur les résultats Google. Donc quand je fais le test pour moi, vous avez LinkedIn, mon blog, Viadeo, Twitter, le CV Do You Buzz, mon second blog. Donc vous voyez toutes les présences qui sont les miennes. Et du coup, bon, alors moi évidemment c'est mon activité, c'est mon expertise, donc on peut remonter assez loin avant de trouver quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai un homonyme qui habite Marseille quand même. Mais
L'idée, c'est que vous allez pouvoir disparu de Google. maîtriser votre image. Si maintenant vous avez des homonymes, alors à moins que votre homonyme s'appelle Johnny Hallyday ou que ce soit une star absolue, ça va être compliqué de lui passer devant. L'idée n'est pas forcément de lui passer devant. L'idée est de maîtriser votre image, d'harmoniser l'ensemble de vos présences sur toutes les plateformes sur lesquelles vous vous trouvez, parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez tel parcours sur Viadeo et avoir un parcours qui n'est pas identique avec les mêmes mots-clés, la même photo, le même intitulé de fonction sur LinkedIn, sur Twitter ou ailleurs. Donc l'idée, c'est déjà d'harmoniser. On n'est pas obligé d'être présent partout. Moi, je conseille à minima d'être au moins sur Viadeo, LinkedIn et Do You Buzz. Pour moi, c'est un petit peu le trio gagnant qui permet non seulement de maîtriser bien son image, mais surtout, vous allez bénéficier d'un excellent référencement. Ces 3 sites sont très, très bien référencés. Si je n'avais pas mon blog et Twitter, ce seraient les 3 premiers résultats sur mon nom. Le recruteur, il ne va pas aller en deuxième page. Il va se contenter des premiers résultats. Et ce qui est important aussi, c'est bien sûr de bien mettre une photo, parce que si vous avez un homonyme, ça permet aussi au recruteur de faire la différence. L'identité, à la fois en termes de fonction, mais également la photo. Voilà un petit peu pourquoi je vous ai présenté ça, sachant qu'on fait souvent la confusion entre identité et e-réputation. Donc l'e-réputation, vous ne la maîtrisez pas, vous la subissez. L'identité numérique, c'est vous qui la contrôlez. Voilà, alors effectivement, donc ça c'est du point de vue candidat. Il est important de maîtriser son identité, mais comme tu le dis régulièrement dans tes interventions, c'est important aussi de connaître les recruteurs. Tu as une baseline qui est devenue fameuse, c'est candidat recruteur, vous êtes à égalité sur le web. Alors explique-nous un petit peu comment ça marche et comment on identifie et comment on se prépare à plaire à un recruteur. Oula, il y a plusieurs questions là. Ouais. Donc, je vais essayer de répondre à la première déjà. Juste, en fait, avant que tu répondes, oui. donc j'ai cru remarquer dans la salle qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas Do You Buzz. Donc voilà, ça permet de mettre en ligne son CV. Hein, ce soir, c'est un petit peu une soirée ego trip pour Jean-Christophe et moi. Donc si jamais vous avez des beaux profils, on les mettra aussi. Voilà. Oui, c'est juste des exemples, évidemment. Donc, Do You Buzz, la petite différence, c'est qu'il n'y a pas un réseau derrière. Ce n'est qu'un CV en ligne, mais particulièrement bien référencé. Vous pouvez l'illustrer avec des documents, des vidéos, des photos. Bon, pour revenir à la première question, Pierre, et tu me poseras les autres quand j'aurai oublié les suivantes. La première, c'est la donne a changé pour moi aujourd'hui. En fait, ça fait une dizaine d'années, enfin un peu plus maintenant, 12 ans, que j'évolue dans le monde professionnel. J'ai été moi-même, à tour de rôle, candidat et recruteur. J'ai accompagné des candidats quand j'étais chez BPI, qui est un cabinet de reclassement à Paris, pendant 2 ans. J'ai travaillé quasiment 3 ans à l'APEC à Strasbourg. J'ai été moi-même recruteur à Paris et à Strasbourg. Aujourd'hui, j'accompagne encore, et je conseille plutôt, les demandeurs d'emploi ou les candidats comme vous ce soir, mais également via un blog qui s'appelle Job 2.0. Et de l'autre côté, mon activité aujourd'hui, celle de mon entreprise, Linkhumans, c'est de conseiller les entreprises dans l'utilisation des réseaux sociaux pour mieux recruter. Donc, je connais particulièrement bien cette relation et je l'ai vu évoluer. J'ai vu l'arrivée de tous ces nouveaux outils. Et donc, aujourd'hui, finalement, pourquoi la donne a changé ? Pour la simple et bonne raison qu'on est passé d'un recrutement que j'appelle moi-même le recrutement papier-presse, qui était celui où toutes les annonces passaient dans la presse, toutes les annonces passaient dans le journal, les DNA, l'Express Emploi, Usine Nouvelle, Courrier Cadre. Il fallait acheter tous ces canards pour regarder toutes les annonces, qui étaient des petites annonces, un petit peu comme les annonces immobilières dans le PAP à l'époque. Et on avait très peu d'informations sur l'entreprise. Donc on envoyait son CV par la poste, son CV qui était imprimé avec une lettre de motivation manuscrite, le tout partait par la poste. D'accord ? Donc il y avait une relation qui était très particulière, une relation où finalement l'entreprise maîtrisait complètement son image, savait à peu près tout du candidat, ce que le candidat lui disait dans son CV. Le candidat ne savait absolument rien du recruteur et pas grand-chose de l'entreprise. Il savait ce que l'entreprise voulait bien lui dire par les médias en termes de communication et ce qu'elle disait dans l'offre d'emploi. Donc, pour moi, il y avait une relation qui était vraiment déséquilibrée. Dans un premier temps, il y a eu une première évolution, ce qu'on appelle le e-recrutement. C'est, dans les années 98, l'apparition des job boards, les sites emploi comme APEC, Monster, Cadre Emploi, Région Job et compagnie, qui ont permis d'un côté aux recruteurs de diffuser ses offres d'emploi beaucoup plus rapidement, parce qu'il n'avait plus besoin d'attendre la date de parution du journal. Donc, en un clic, il mettait son offre en ligne et il pouvait toucher les premiers candidats. Et il pouvait, dans la journée même, recevoir les premiers CV. Donc, ça allait beaucoup plus vite. Il adressait beaucoup plus de candidats.
De l'autre côté, le candidat avait accès au marché beaucoup plus facilement aussi, sans acheter tous les canards. Il suffisait d'aller faire quelques clics sur Internet, de passer d'un portail à l'autre, et il pouvait aussi gagner en visibilité en mettant son CV en ligne, ce que vous faites toujours, j'imagine, et c'est la première chose à faire, de mettre votre CV sur l'APEC Monster Cadre Emploi. Donc ça permettait d'aller plus vite, ça permettait une meilleure accessibilité au marché pour les deux protagonistes, mais finalement la relation pour moi elle était toujours verticale et déséquilibrée. Ce qui a changé avec les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant quand même, parce que LinkedIn c'est 10 ans cette année, Viadeo 9 ans, donc 10 ans l'an prochain. Ça fait quelques années que je raconte la même chose, mais ça prend un petit peu de temps. Finalement, vous disposez des mêmes outils que les recruteurs. Vous avez à votre disposition exactement les mêmes armes. Non seulement pour gérer votre image, donc on parle de personal branding, de marketing personnel, c'est ce qu'on a évoqué à l'instant avec l'identité numérique. Vous avez la possibilité d'accéder au marché de toutes les offres d'emploi. Même s'il subsiste un marché caché, on a aujourd'hui accès à vraiment l'ensemble du marché ouvert, visible. Et vous avez la possibilité de vous informer sur l'entreprise et d'en apprendre et d'en savoir autant sur le recruteur que lui n'en sait sur vous. Ça, c'est quand même pour moi une vraie révolution. Et la donne a changé aussi dans le sens que les entreprises ne maîtrisent plus complètement leur image. Elles ont perdu le contrôle de leur image, elles ont perdu le contrôle de leur communication. Avant, elles choisissaient le moment, le canal, le lieu où elles communiquaient. Aujourd'hui, finalement, vous pouvez tous vous informer sur l'entreprise à n'importe quel moment de la journée, à partir de n'importe quel terminal, que ce soit un ordinateur, que ce soit la radio, la presse, la télévision évidemment, que ce soit un ordinateur, que ce soit une tablette, que ce soit un smartphone. Donc ça a vraiment considérablement changé la relation. Encore une fois, vous avez les mêmes outils et vous pouvez toquer directement à la porte des recruteurs, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Voilà donc pourquoi la donne a changé pour moi. Alors j'essaie de trouver des exemples de recruteurs sur Viadeo, mais je ne vais pas tarder à retrouver mon mot de passe. Je viens d'être pris en flagrant délit de personnes pas très actives sur Viadeo. Alors comment est-ce qu'on s'adresse aux recruteurs grâce à ces réseaux? Comment est-ce qu'on les identifie et comment est-ce qu'on se présente? Comment est-ce qu'on modifie un petit peu son image pour s'adresser à lui, parce que alors ces réseaux sociaux permettent un raccourci, mais enfin il suffit pas finalement de le contacter, j'imagine, pour qu'il réponde. Non. Alors, avant peut-être de répondre à ta question, l'idée c'est de savoir aussi ce qu'en font les recruteurs de ces réseaux sociaux. Donc du coup, ces réseaux, ils ont permis aussi aux recruteurs d'avoir un accès plus large au marché. C'est-à-dire qu'avant que les réseaux sociaux arrivent, les recruteurs n'avaient accès qu'au CV des personnes activement en recherche d'emploi qui avaient posté, donc publié leur CV sur l'APEC, sur Monster, sur Cadre Emploi. Et seuls les recruteurs qui avaient accès à ces bases et les recruteurs en recherche à cet instant-là avaient accès à ces candidats-là. Ils n'avaient accès qu'aux candidats actifs. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils ont accès également aux candidats passifs. Un candidat passif, c'est un potentiel candidat. C'est une personne qui n'est pas forcément à la recherche active d'un job à l'instant T, qui est peut-être bien au chaud dans son entreprise, mais qui est visible, accessible, alors qu'il ne l'était pas précédemment. Donc ça a permis de diversifier considérablement ce que l'on appelle le sourcing pour les recruteurs, c'est-à-dire la base de candidats accessibles pour leur recherche. De la même manière, comme je l'ai expliqué à l'instant, les candidats ont accès à l'ensemble des recruteurs. Donc après, comment aller les solliciter? Il y a 1001 façons. Aujourd'hui, ça commence déjà par consulter les profils. Aujourd'hui, sur Viadeo, sur LinkedIn, si vous souhaitez travailler chez Aguerre, si vous souhaitez travailler chez Mars, si vous souhaitez travailler, je ne sais pas, chez une entreprise de la région, peu importe, il vous suffit de saisir le nom de cette entreprise, de saisir le nom du RH ou le nom, c'est mieux, de l'opérationnel qui serait éventuellement votre N+1 ou vos potentiels futurs collaborateurs dans une équipe. Par exemple, vous êtes contrôleur de gestion, vous allez taper finance, contrôle de gestion, direction administrative et financière, vous allez voir un petit peu toutes les personnes qui évoluent. Vous êtes commercial, vous allez en faire de même pour la fonction commerciale, et vous allez simplement en consultant les profils des personnes qui exercent la fonction que vous visez dans l'entreprise où vous rêvez de travailler, en apprendre énormément sur l'entreprise, énormément sur les profils de ces personnes, à condition évidemment qu'ils aient rempli un tant soit peu leur CV, leur profil en ligne, pardon, évidemment. Mais vous pouvez faire une enquête déjà et valider la pertinence de votre projet. Est-ce que vous avez une chance vous-même de les intéresser au vu de la comparaison entre leur parcours et le vôtre?
par quelle formation sont-ils passés, quelles ont été leurs expériences passées, quels sont les mots-clés qu'ils mettent en avant, quels sont les groupes de discussion auxquels ils participent. En allant visiter un petit peu ces groupes de discussion, vous pouvez éventuellement participer aux discussions, les interpeller via le groupe de discussion. On peut, alors ça c'est l'un des conseils que je donne depuis toujours, on peut doubler ses candidatures grâce aux réseaux sociaux. Moi je me souviendrai toujours de cette jeune diplômée qui était dans mon bureau quand j'étais à l'APEC à Strasbourg. Elle était en pleurs, ça faisait 6 mois qu'elle cherchait. Elle répondait à des offres. Je lui avais déjà parlé des réseaux sociaux, elle ne voulait pas forcément y aller, par méconnaissance. Et un jour, elle avait répondu à une offre qui correspondait parfaitement à son profil. Sauf que ça passait par un cabinet de recrutement, et ce cabinet ne voulait pas la recevoir en entretien. Alors qu'elle était, mais trait pour trait, mot pour mot, exactement dans la plaque, exactement le profil recherché par le recruteur. Du coup, en pleurs dans mon bureau, je lui ai proposé la chose suivante, d'identifier ensemble sur Viadeo, sur LinkedIn, le RH et l'opérationnel. L'opérationnel parce que c'est la bonne personne, le RH parce qu'il y avait un besoin expressément publié dans l'entreprise. Nous avons identifié ces personnes-là, elle leur a écrit via Viadeo, elle a été reçue en entretien et elle a été embauchée. Donc elle a court-circuité le cabinet de recrutement. Alors je me souviens particulièrement bien de cette anecdote parce que je l'ai vécu dans mon bureau, mais j'ai d'autres exemples de personnes qui m'en ont parlé, qui ont lu des articles de mon blog et qui m'ont raconté en commentaire qu'ils avaient fait la même chose. Ça marche, ça. Vous prenez absolument aucun risque à doubler une candidature. Donc vous allez répondre via le canal officiel, c'est-à-dire que vous répondez à l'annonce, comme tout le monde, et là c'est les RH ou un cabinet de recrutement qui vont recevoir votre CV et qui vont faire le premier tri. Mais parallèlement, rien ne vous empêche d'aller identifier sur Viadeo, sur LinkedIn, l'opérationnel, éventuellement le RH aussi, mais surtout l'opérationnel qui est susceptible d'être votre N+1, et de vous porter candidat directement auprès de lui. Du coup, dans le meilleur des cas, il va vouloir vous recevoir. Dans un cas un peu intermédiaire, il va peut-être demander au cabinet ou au RH de vous recevoir. Mais il n'y a aucun risque finalement. Et quelquefois on se dit, oh là là, mais il va peut-être penser que je les harcèle, que pourquoi 2 candidatures plutôt qu'une. Il en vaut mieux 2 parce que ce n'est pas forcément la même personne qui fait le tri des 2 côtés. Donc on ne sait jamais. Et si jamais la personne en reçoit 2, elle va se dire que vous êtes particulièrement motivé. Moi j'ai été moi-même recruteur, ça ne m'a jamais choqué de recevoir 2 candidatures par 2 canaux différents. Surtout que ça peut arriver, il y a des recruteurs, la plupart, qui vont poster une offre via Cadre Emploi, une autre sur l'APEC, une autre sur Monster, avec un intitulé un peu différent, et il se peut très bien que la même personne, sans même se rendre compte que c'est la même offre, ou délibérément, réponde 2 fois à la même offre. Donc voilà, on peut doubler ces candidatures. Et on peut aller plus loin, on peut aller jusqu'à, effectivement, toquer à la porte du recruteur. Moi, j'ai un ami recruteur à Strasbourg, Hugues Trutman, qui est un recruteur spécialisé dans l'IT, et lui, il me dit souvent, mais je suis partout sur la toile. Alors lui, c'est peut-être même plus incroyable que moi, parce qu'il connaît des outils que je ne connais pas ou que je n'ai pas encore explorés. Il a partout son mail, son téléphone, sa ligne directe. Et il est toujours estomaqué de voir à quel point il y a très, très, très peu de candidats qui osent l'appeler. Il y a vraiment une prime au culot, parce qu'il me dit toujours, sur 100 candidats, il y en a un qui va m'appeler. Celui-là, je vais me décarcasser pour lui trouver un job. Parce qu'il aura fait preuve d'audace, de motivation, de détermination, bien plus que tous les autres qui attendent de manière passive. Donc c'est toujours le même message. Ceux qui osent aller un peu plus loin, ceux qui se donnent la peine et qui se bougent les fesses, pardonnez-moi l'expression, pour oser un petit peu provoquer le destin, là, les opportunités vont se présenter. Les autres vont attendre longtemps. Alors pour provoquer le destin... Avant, j'imagine, de s'adresser directement à un recruteur, il faut à peu près être sûr de ce qu'on emmène derrière. Donc, quels sont les 3-4 conseils absolus pour que le profil sur Viadeo et sur LinkedIn, au-delà de l'avoir complété correctement, comment faire pour que on a capté l'attention d'un recruteur, hop, il vient voir notre profil, qu'est-ce qui va nous différencier? Alors là, je te propose peut-être du coup de passer sur mon profil, parce que ça sera un peu plus complet. Sur Viadeo, sur LinkedIn, peu importe, tu peux me chercher là. Donc il y a un certain nombre de critères et de choses, de champs à bien renseigner dans un profil.
Donc je vais essayer de vous les donner de manière assez exhaustive. Le premier, c'est clairement l'intitulé. L'intitulé, c'est le titre que vous voyez là, juste sous mon nom. Donc quelle est l'identité professionnelle sous laquelle vous vous affichez? Donc avec évidemment toujours en tête l'idée d'avoir la même partout. Moi, je me suis amusé récemment dans mes interventions aussi à faire un parallèle entre votre marque, puisque vous êtes une marque, et la fameuse marque à la pomme. Donc Apple, il n'y a même plus besoin d'écrire Apple, c'est la marque, c'est la pomme. Et Think Different, c'est le slogan en dessous. Ben là, de la même manière, finalement, vous avez un nom, le vôtre, et vous avez un slogan, c'est l'identité qui est la vôtre. D'accord? Le logo, c'est la photo. Donc on peut pousser le parallèle plus loin. Les arguments de vente d'une marque, ça va être vos mots-clés. Voilà un petit peu les différents critères. Donc l'intitulé de fonction, ça c'est essentiel. C'est finalement la fonction que vous exercez aujourd'hui ou la fonction que vous visez. Mais c'est jamais, absolument jamais en recherche active. Très 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 souvent, moi je vois sur les profils en recherche active. Un recruteur ne recherche pas quelqu'un en recherche active. Il recherche un directeur financier, il recherche un commercial, il recherche un actuaire, enfin voilà. Mais il ne cherche pas une personne en recherche active. Si toutefois il est pressé dans son recrutement et que la personne est disponible, tant mieux. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va clamer sur les toits. Et ce n'est pas, en aucun cas, une identité professionnelle. Donc je vous invite à réfléchir quel est l'intitulé de poste que vous devez mettre ici. Et même quand on est étudiant, finalement, quelle est la fonction que l'on vise? C'est comme les étudiants qui mettent stagiaire. On n'est pas stagiaire, c'est un statut, c'est pas une identité professionnelle. Quel est le métier, la fonction que j'exerce pendant mon stage? Donc c'est essayer de réfléchir comme ça, dans ce sens, et essayer aussi d'utiliser des dénominations qui sont communément répandues. Si vous avez une fonction qui, dans votre entreprise, c'est du jargon de votre boîte, il faut en sortir et utiliser les termes que vous allez retrouver sur le marché, dans les offres d'emploi, dans les descriptifs de fonctions, sur le site de l'APEC ou ailleurs. Voilà, donc essayez d'utiliser la bonne terminologie, c'est essentiel. Donc le titre, la photo, c'est clé aussi la photo aujourd'hui. Il y a plus de 50% de clics sur un profil muni d'une photo que sur un profil qui n'a pas de photo. Il y a quelques années, il y avait très peu de photos. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de profils qui n'ont pas de photos. Il faut sourire. Oui, on a le droit, heureusement. On n'est pas sur un passeport. Mais quand vous voyez une série de résultats sur Viadeo ou sur LinkedIn, c'est humain, comme sur Facebook, comme partout ailleurs d'ailleurs aujourd'hui. Vous cliquez sur les profils qui sont munis d'une photo. Et on ne clique pas, ou très peu, sur les profils qui ne sont pas munis d'une photo. Donc c'est l'accroche. Donc l'intitulé, la photo, la bio. Alors ce que j'appelle la bio, ça s'appelle sa présentation ou résumé sur Viadeo, sur LinkedIn. C'est quel est votre pitch? Qui vous êtes? C'est en quelques mots... d'où vous venez, où vous êtes, où vous allez, quelle est finalement votre offre de service. C'est un petit peu ce qu'on appelle l'elevator pitch aux États-Unis. Comment je me présente, ou même qu'est-ce que je pourrais dire de moi à un ami qui, au restaurant le soir, me dirait « mais finalement, tu fais quoi dans ta vie ?» ou à un recruteur qui me demande de me présenter en 30 secondes. Voilà, qu'est-ce que je dis de moi? Et cette tribune libre d'expression, elle est extraordinaire et elle est très, très peu utilisée sur Viadeo. Avant même d'arriver sur votre profil, les 2-3 premières lignes de cette présentation apparaissent. Donc là aussi, c'est un appel au clic. Donc soignez cette présentation et soignez les premières lignes pour donner envie aux autres d'en savoir plus. Allez voir un petit peu comment les autres se présentent. On peut s'inspirer d'autres présentations sans faire de copier-coller bête et méchant, évidemment. Mais il y a 1001 façons de se présenter et de se raconter dans cet espace. Okay, et ça fait vraiment une différence avec le CV, où dans le CV, en principe, il n'y a pas d'espace de ce type. Vous avez uniquement l'expérience, le parcours. Donc après, tout ce qu'on va descendre, si tu peux peut-être juste scroller un petit peu, le parcours, l'expérience professionnelle, la formation, là, finalement, ça ressemble au CV. J'ai même écrit un article dernièrement sur Job 2.0 où je disais que j'ai toujours donné ce conseil-là. Moi, j'ai toujours dit, avant de faire un CV, faites un CV matrice. Ce que j'appelle un CV matrice, c'est un CV où vous allez raconter tout ce que vous savez faire. Tout. Même si ça fait 5 pages. Alors qu'en France, on a le droit à 1 ou 2 pages. Donc vous allez tout dire. Et bien finalement, avant de faire le CV, ce CV matrice-là, pourquoi ne pas le mettre sur Viadeo et sur LinkedIn? Parce que sur Viadeo et sur LinkedIn, contrairement au CV, vous n'êtes pas limité par l'espace. Donc vous pouvez en dire plus que dans un CV. Vous pouvez vraiment illustrer vos expériences, illustrer vos compétences. Demandez-vous tous les mots-clés qui est susceptible de requérir un recruteur. Nous,
aujourd'hui, on conseille les entreprises et les recruteurs, on leur propose de se mettre à la place des candidats. Qu'est-ce qu'un candidat va renseigner dans son profil? Est-ce qu'il va faire même jusqu'à des fautes d'orthographe sur tel ou tel mot-clé? Ou est-ce qu'une femme va féminiser sa fonction ou telle compétence? De la même manière, vous, quels sont les mots-clés qu'un recruteur est susceptible de chercher quand il veut vous trouver? Voilà, ces mots-clés, vous allez les renseigner à la fois dans la partie expérience, mais aussi dans la rubrique mots-clés. Donc ça, c'est aussi un critère essentiel, les mots-clés. Donc sur Viadeo, il y a encore un champ mots-clés, mais il y a surtout un champ compétences. Et je pense qu'à terme, les mots-clés vont disparaître. Ils ont déjà disparu sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn comme sur Viadeo, vous avez un champ compétences. Ces compétences, aujourd'hui, vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez, et elles peuvent être validées par vos contacts. Donc toute personne qui est en contact direct avec vous sur Viadeo ou sur LinkedIn a la possibilité de valider le fait que vous maîtrisiez telle ou telle compétence. Donc ça donne autant de poids à votre profil. Donc photo, titre, bio, parcours, mots-clés et compétences. Qu'est-ce que j'oublie encore? Vous avez aussi la possibilité d'indiquer les liens vers lesquels vous êtes également présent sur la toile. Donc il y a une rubrique sur Viadeo, sur LinkedIn, liens. Donc vous pouvez indiquer éventuellement sur votre profil Viadeo le profil LinkedIn et le CV de YouBuzz et vice-versa. Ça va permettre aussi d'augmenter et d'améliorer le référencement. Vous avez éventuellement un blog, vous pouvez aussi le faire apparaître. Enfin voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce que vous pouvez raconter sur votre profil. Alors, vous pouvez aussi, je termine quand même là-dessus, sur les recommandations. Vous pouvez solliciter certains de vos contacts pour qu'ils écrivent une recommandation. C'est vous qui la validez, et quand elle est validée, et seulement quand elle est validée, elle apparaît sur votre profil en face de l'expérience sur laquelle elle a été écrite. Donc n'hésitez pas non plus à solliciter des personnes avec lesquelles vous avez travaillé pour qu'ils écrivent des recommandations. Alors effectivement, donc c'est presque un boulot à plein temps de remplir un profil comme celui-ci. Alors je faisais des allers-retours entre ton profil, qui évidemment est un exemple pour Viadeo, et puis le mien, forcément, qui est nettement moins bien. il y a moins de compétences, il y a moins de texte, moins d'expérience. Bon, je vais reprendre tout ça ce soir, c'est promis. Je regarderai ça demain. L'idée, c'est que, comme finalement pour un CV, vous allez le faire une fois, vous allez l'amender, rajouter des mots-clés, rajouter des compétences tout au long de votre carrière, mais vous n'allez pas le faire tous les jours non plus. Donc c'est quelque chose qui s'entretient dans le temps, mais ce n'est pas un travail de tous les jours non plus. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait tous les jours ? Alors, ce qu'on fait tous les jours, c'est différent. Ouais. Alors, ce qu'on fait tous les jours, c'est pas nécessairement changer sa photo, son titre et compagnie, parce que ça, en principe, une fois que c'est fait pour durer un certain temps, même si c'est pas immuable. Après, pour justement passer à l'action, c'est de participer aux échanges dans les groupes de discussion. Donc ça, c'est une possibilité déjà de vous faire remarquer de recruteurs. Allez sonder un petit peu les groupes de discussion sur Viadeo et LinkedIn. Il y en a qui sont plus ou moins actifs. Il y en a dans tous les secteurs d'activité, sur tous les métiers. Et donc, allez voir quels sont les groupes de discussion utiles dans votre domaine d'expertise. Allez voir un petit peu qui y intervient, quels sont les éventuels recruteurs qui y participent. Il faut savoir que sur LinkedIn, par exemple, c'est un bon exemple. Sur LinkedIn, qui est un réseau beaucoup plus cher que Viadeo, alors on peut faire des choses gratuitement sur LinkedIn, mais quand on paye, c'est vraiment cher. Sur LinkedIn, par exemple, on ne peut pas écrire gratuitement à quelqu'un, mais quand on fait partie du même groupe de discussion que son interlocuteur, on peut lui écrire. Donc si vous voulez rentrer en relation avec quelqu'un, vous allez visiter son profil, vous allez regarder quels sont les groupes de discussion auxquels il appartient, et derrière, en vous inscrivant au même groupe de discussion, vous allez pouvoir lui écrire gratuitement. Et je préfère faire comme ça que d'envoyer une invitation, ce que l'on fait trop souvent, donc ça aussi on peut en reparler, mais n'invitez pas des personnes que vous ne connaissez pas. L'invitation, en principe, s'adresse vraiment à des personnes que vous avez rencontrées, et non à un inconnu à qui vous souhaitez écrire parce que vous ne pouvez pas lui écrire gratuitement. Ça, c'est pour moi une perversion de l'outil. Alors justement, tu lèves un côté intéressant. Est-ce qu'il faut investir financièrement sur ces plateformes? J'imagine que beaucoup de gens se posent la question. Parce que ce n'est pas donné quand même. Viadeo, c'est 20 € par mois, je crois. Non,
Non, non. T'es sûr? C'est 30 € pour 3 mois. 30 € Et c'est même dégressif si on s'abonne à l'année. Alors, j'ai plus exactement les derniers tarifs, mais c'est vraiment pas cher. Quand on voit ce que ça coûtait avant d'acheter les différents journaux dans lesquels se trouvaient les offres, les timbres, les enveloppes, l'encre, et j'en passe, aujourd'hui, pour 10 € et même beaucoup moins si on s'engage sur un an, on a accès à tous les contacts de Viadeo. Donc là, c'est une vraie différence entre LinkedIn et Viadeo. C'est que LinkedIn, on peut faire un certain nombre de choses gratuitement. On ne peut pas écrire gratuitement, sauf à passer par un groupe, mais on peut faire un certain nombre de choses gratuitement. En revanche, les résultats sont toujours limités sur LinkedIn. C'est-à-dire que LinkedIn, même quand vous ne payez pas, vous avez accès aux 100 premiers résultats. Si vous payez, vous allez avoir accès aux 200, aux 300, aux 500 premiers résultats. Même s'il y en a 10 000, vous n'aurez accès qu'aux premiers résultats, ceux qui sont les plus proches de vous. Et vous n'allez voir que les contacts directs, les contacts de niveau 2, les contacts de vos contacts. Et à partir du niveau 3, les contacts des contacts de vos contacts, vous ne verrez plus que le prénom. Et vous ne verrez plus le nom. Et au-delà, vous ne voyez ni prénom ni nom, vous avez juste utilisateur LinkedIn. Sur Viadeo, on ne peut plus faire grand-chose gratuitement, ça c'est clair. Une fois qu'on a payé, en revanche, on a accès à toute la plateforme de manière illimitée. Donc sur LinkedIn, ce que je n'ai pas dit, c'est que même en payant, on n'a qu'un quota d'in-mail, les messages, on peut en écrire 5, 10, 20, jamais car plus. Sur Viadeo, dès que vous souscrivez l'abonnement, vous pouvez envoyer 500 messages par mois, par jour, enfin, c'est illimité, et à qui vous voulez. Et vous avez tous les noms de toutes les personnes qui se trouvent sur la plateforme. Donc quand on est en recherche d'emploi, pour moi c'est un vrai investissement pendant sa recherche d'emploi de souscrire à l'abonnement, au moins sur Viadeo, et après on peut toujours arrêter cet abonnement quand on en a moins besoin et qu'on a retrouvé éventuellement un emploi, à moins que l'utilisation de ces outils vous soit aussi fortement utile dans l'exercice de votre fonction. Parce que là, ce soir, on se concentre évidemment sur la recherche d'emploi. Moi, je forme encore une fois les recruteurs à leur utilisation pour recruter, mais la première utilisation de ces outils, ça reste quand même le business. Tous les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les commerciaux, c'est un outil incroyablement puissant de prospection commerciale via LinkedIn. D'accord ? Donc finalement, il y a 1001 façons d'utilisation. Et même quand vous êtes absolument pas en recherche d'emploi, ça peut être intéressant de souscrire à l'abonnement pour pouvoir échanger avec d'autres personnes. Alors les groupes de discussion, c'est gratuit, mais dès qu'on veut aller un peu plus loin, dès qu'on veut écrire à n'importe qui, il faut souscrire un abonnement. Donc à vous d'arbitrer, mais je pense que vraiment c'est un investissement pendant le temps de votre recherche. Alors c'est aussi, on a l'impression quand même que c'est des plateformes qui sont extrêmement compétitives. Ça raccourcit finalement les délais, ça rapproche tout le monde. On est effectivement, quand on est à la recherche d'un emploi, on est en concurrence directe avec des gens qui sortent d'école, des gens qui sont dans l'emploi, etc., et qui éventuellement veulent bouger. Est-ce que ça, il y a une manière de le gérer? Est-ce que tu as des suggestions à faire pour mettre en valeur, je ne sais pas moi, parce qu'il y a des compétences que tout le monde a, etc. Et on risque de retrouver le même problème qu'on a quand on est en recherche d'emploi, c'est-à-dire qu'on est forcément parfois inadapté au marché. Est-ce que ça c'est encore possible ou est-ce qu'on peut s'en sortir avec les réseaux sociaux? Alors je vais essayer de répondre à ta question. Elle est un peu alambiquée. Hein. L'idée, c'est que si vous vous contentez encore une fois de renseigner votre profil, même si vous le faites de manière complète, exhaustive, intégrale, vous ne sortirez pas du lot pour autant. Donc moi, ce qui va vraiment faire la différence pour moi, et encore une fois, ils sont très très peu les utilisateurs aujourd'hui qui vont un peu plus loin que les autres. Donc simplement en étant un peu plus curieux, en allant explorer les différentes fonctionnalités, il y a une rubrique questions-réponses, il y a une rubrique événements, il y a les groupes de discussion dont j'ai parlé, en allant chercher un petit peu à identifier vos interlocuteurs, on peut, quand on est en recherche d'emploi, non seulement mieux cibler son marché, vous voulez travailler dans l'agroalimentaire en Alsace. Simplement en saisissant agroalimentaire Alsace dans Viadeo, dans LinkedIn, vous allez découvrir des entreprises auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et en allant consulter les profils des personnes, vous allez apprendre sur leur métier. Donc, quelqu'un qui est en train de réfléchir sur son projet, qui est en reconversion professionnelle, c'est un outil formidable aussi, parce que finalement, pour affiner son projet, il y a une méthode
qui est celle-là vraiment incontournable, qu'on appelle la méthode à réseau, de mon ami Hervé Baumler. J'en parle dans mon bouquin d'ailleurs. Avant de parler de réseaux sociaux, finalement, il faut parler de réseau. Cette méthode qui veut, en 2 mots, d'aller solliciter ses contacts et les contacts de ses contacts pour faire une enquête métier, une enquête sur quel est le métier que je veux exercer, est-ce que je suis en phase avec le marché, est-ce que mon profil est susceptible d'intéresser, et je vais solliciter A, B, C sans leur dire je veux travailler chez vous. Non, je vais leur dire vous êtes un expert dans votre domaine, aujourd'hui je vise ce type de métier dans une entreprise comme la vôtre, j'aimerais vous rencontrer pour valider la pertinence de mon projet. Enfin, il faut trouver un prétexte à la rencontre. Et ça marche extraordinairement bien. Mais en amont d'une telle démarche, qui est très engageante quand même, on peut déjà mener cette réflexion, cette enquête sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va aller consulter les profils des personnes avant même de les interroger. On va recueillir énormément d'informations. Donc on peut définir ou affiner son projet professionnel. On peut mieux cibler son marché. On va identifier ses interlocuteurs. On va derrière pouvoir préparer ses candidatures, puisque en allant consulter les profils, en allant voir les pages entreprises, on n'en a pas parlé, mais sur Viadeo, sur LinkedIn, il y a des pages. Les sociétés ont leurs pages avec énormément d'informations, avec toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Donc vous pouvez aussi vous faire une idée des profils de cette entreprise au travers de la page. Donc on peut aller chercher énormément d'informations sur ces outils. Donc ça, c'est d'une richesse incroyable. Moi, j'ai coutume de dire que ces outils n'ont de limite que celles que vous allez leur donner. Donc c'est à vous vraiment de faire preuve d'audace, de culot, de curiosité. C'est le b.a.-ba pour sortir du lot. Et dès que vous ferez un peu plus que la grande majorité qui se contente d'avoir un profil, bah, ça va déjà faire la différence, forcément. Parce que alors, ces plateformes sont aussi, elles traquent l'activité. Hein. On peut voir, quand on clique sur quelqu'un, on peut voir son activité sur par exemple, si on va sur la responsable RH là, de Haguer, on peut voir son activité et ça, c'est aussi un onglet qui va être consulté par les recruteurs. Alors ça c'est essentiel, oui. Et là du coup je reviens sur la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est que LinkedIn a fait ce pari-là encore plus que Viadeo. Sur Viadeo, dans son activité, si tu peux aller sur le profil LinkedIn, parce qu'on va voir la différence, là on voit un petit peu ce qu'a fait Anne-France Tam dernièrement. Est-ce qu'elle a changé la photo de son profil? Est-ce qu'elle a rajouté un contact? Est-ce qu'elle fait partie d'un groupe de discussion? On voit un certain nombre de choses. Mais on ne voit pas concrètement l'activité dans le sens contenu partagé, échangé. Sur LinkedIn, la partie qui se trouve maintenant juste en dessous du cartouche dans lequel apparaît votre photo et votre identité professionnelle, vous avez directement l'activité de la personne. Donc dans le profil, il n'y a même pas à chercher un onglet comme sur Viadeo, c'est la première information avant même le résumé, avant même le parcours professionnel. Donc toutes les personnes qui vont partager, interagir dans les groupes de discussion, qui vont partager du contenu en ligne, vont être valorisés aux yeux d'un recruteur. Donc si vous êtes un expert dans un domaine et que vous avez des choses à raconter, ou ne serait-ce qu'à relayer, parce que moi j'ai des blogs, voilà, c'est pour moi la cerise sur le gâteau, mais sans avoir forcément un blog un jour, simplement en allant consulter les groupes de discussion, vous allez pouvoir y faire votre veille, vous allez pouvoir y partager des informations que vous avez vous-même vues ailleurs, et aujourd'hui, l'expertise de quelqu'un, elle se juge aussi au travers de la qualité du contenu que partage cette personne. Donc là vous le voyez dans l'activité, et puis en cliquant sur voir plus, on peut voir tout ce que je partage. Alors moi en plus, il y a des choses que je partage sur LinkedIn, des choses que je partage sur Twitter et LinkedIn, sur Viadeo, enfin peu importe, mais on va voir que en allant consulter mon profil, en principe, on se rend compte que ce que je raconte, c'est pas du vent. Donc l'idée de ces profils, c'est que par rapport à un CV, un profil, c'est vivant, c'est dynamique, c'est interactif, c'est quelque chose de vraiment de vivant. Donc on va pouvoir valider l'expertise de quelqu'un au travers de son engagement, de son activité, des personnes avec lesquelles il est en relation, des recommandations qui ont été écrites sur lui. Et ça fait la différence entre une personne qui a rempli à minima son profil ou qui n'est au pire même pas présente sur ces plateformes et une personne qui s'engage un peu plus, qui participe aux discussions dans les groupes de discussion, qui partage de l'information dans son domaine d'expertise. Oui, alors après, on peut y aller, ce que j'explique dans mon livre, graduellement. On n'est pas obligé de tout faire tout de suite. Mais au moins, encore une fois, d'avoir cette curiosité d'aller chercher l'information, d'aller chercher les groupes de discussion, d'aller explorer toutes
toutes les fonctionnalités de ces outils. Ça, pour moi, c'est le b.a.-ba, quoi. Si on attend, il ne se passera rien. Et trop souvent, on est déçu par ces outils parce qu'on vous a dit d'y aller. On vous a dit que c'était magique et que les recruteurs cherchaient sur ces outils. Oui, mais ils cherchent les bons profils, ceux qui ont déjà bien renseigné leur profil, sans doute, mais ils cherchent aussi ceux qui y sont un peu plus actifs. Et même s'ils ne vous cherchent pas, à vous de vous faire remarquer des recruteurs. Et ça, pour le faire, il faut passer à l'action, nécessairement. D'autant plus qu'on ne peut pas tricher avec ça. Si on a une veille sur la durée, sur 6 mois, sur 1 an, etc., dans son domaine, ça se voit. Moi, j'ai un exemple très concret d'une jeune diplômée de l'EM Strasbourg. Elle avait, elle a toujours aujourd'hui, une expertise et surtout une passion pour l'aérien, pour l'aéronautique, pour les avions tout court. Donc elle prend des photos d'avions au décollage, à l'atterrissage. Elle a ouvert un blog, du coup, elle parlait des avions, des nouveaux modèles, des inaugurations auxquelles elle participait, des salons où elle allait. Enfin, et elle a ouvert un blog, elle a ouvert un compte Twitter, elle a commencé à suivre sur Twitter les personnes d'Aéroports de Paris, d'Air France, de tous les acteurs de cet écosystème. En retour, vu la qualité du contenu qu'elle partageait, l'activité qu'elle avait sur son blog, sa veille qu'elle partageait encore une fois avec tout le monde sur Twitter, elle a été suivie en retour par ces acteurs, qui étaient ses cibles finalement au départ. Et aujourd'hui, elle échange via DM, ce qu'on appelle un DM sur Twitter, pour ceux qui connaissent, c'est un message privé, qui est une arme vraiment très très puissante sur Twitter, et elle s'est vue proposer des offres de stage, des opportunités. Elle travaille aujourd'hui au Club Méditerranée. Enfin, elle a décroché quasiment toutes ces opportunités simplement en montrant son expertise et en partageant son savoir avec le plus grand nombre. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est très concret. Moi aujourd'hui, si je suis ici ce soir, c'est parce que je me suis auto-appliqué toutes les recettes que je partage avec vous ce soir. C'est-à-dire que tout ce que je raconte dans mon livre, c'est du vécu. C'est grâce à mon blog que j'ai été considéré comme un expert dans mon domaine. C'est grâce à mon activité en ligne très active sur les réseaux sociaux que quand j'étais à l'APEC, j'ai commencé à être sollicité par des entreprises directement pour leurs réflexions, leur stratégie de recrutement via les médias sociaux. Donc tout ce que je vous raconte, c'est vraiment du vécu. Et aujourd'hui, l'objectif de ces conseils, c'est finalement de vous permettre d'aller un peu plus vite, peut-être que je ne l'ai fait moi-même, en activant les bons leviers. Mais même si ça va un peu plus vite, ou même si ce sont de formidables accélérateurs, pour que ce soit de formidables accélérateurs, il n'y a quand même pas de secret. Il faut s'inscrire dans la durée. Ça peut paraître paradoxal, ce que je dis, mais oui, ce sont des accélérateurs, des boosters. Mais si on pense que ça va se faire en un claquement de doigts et qu'on ouvre un compte Twitter, qu'on se met sur Vidéo ou LinkedIn, non. Il va falloir vraiment travailler votre image, travailler le contenu que vous allez partager, et ça va commencer à payer. Donc ça prend un petit peu de temps, évidemment, mais quand ça paye réellement sur la durée. Alors, je rappelle que vous pouvez poser des questions. Hein. L'objectif de cette rencontre, j'ai vu justement quelqu'un qui... Voilà, c'est qu'elle soit interactive. Allez-y. Et puis, voilà, on passera aux autres plateformes après. On a la chance d'avoir un micro dans le fond, donc j'en profite. Allez-y. Bonsoir, Yoni Choukroun, j'ai 26 ans. Je suis actuellement à la recherche d'emploi dans le secteur des affaires publiques et des relations institutionnelles. Alors c'est très intéressant ce que vous nous expliquez, et ça rejoint, ça tombe bien parce que hier j'ai participé à un web atelier de l'APEC, justement, vous parliez de l'APEC, et on parlait de tout ça, donc il y a beaucoup de choses que je viens d'entendre et dont j'ai pris conscience, mettre à jour mon profil LinkedIn, être un peu plus actif. Mais il y a quand même un sondage qui a été commandité par l'APEC, justement, et je pourrais vous donner les références. Sondage qui dit que 34% des recruteurs déclarent utiliser les réseaux sociaux pour chasser les candidats, parmi d'autres moyens comme l'utilisation d'une CVTech, la cooptation par d'autres membres de l'entreprise ou encore une publication d'offres classiques. Sur ces 34% de recruteurs qui déclarent utiliser les réseaux sociaux, seulement 2% affirment que les réseaux sociaux sont un moyen efficace pour le recrutement. Donc il y a quand même un sacré gap encore. On n'est pas encore au recrutement à 100% par les réseaux sociaux.
Moi, je partage tout à fait votre vision des choses. Il faut être culotté, il faut aller chez le recruteur, les appeler, chose que je fais tous les jours depuis 9 mois, et je peux vous dire que ça ne paye pas pour autant. Donc, évidemment, il faut multiplier le maximum de moyens. Seulement, les réseaux sociaux, c'est quand même une épine dans une meule de foin, hein. Enfin, pour moi, en tous les cas. Donc, peut-être que vous allez me donner d'autres conseils et me donner envie d'utiliser encore plus les réseaux sociaux, parce que pour l'instant, en tous les cas, pour moi, ça n'a pas porté ses fruits. Merci. Alors, merci. Tout dépend de ce que vous y faites, encore une fois, et on ne va pas dialoguer juste tous les deux, hein. Chaque cas est personnel et individuel. Moi, j'ai quand même des personnes qui m'ont écrit à la lecture de mon livre, et notamment 2 qui m'ont dit qu'ils avaient retrouvé en appliquant les recettes de mon livre. Alors, c'est pas magique non plus, évidemment. Ça implique, encore une fois, de s'engager dans le temps. 9 mois, c'est pas si long, finalement. Alors, c'est long par rapport à la moyenne des personnes qui retrouvent chez Nouvelle Donne Alsace, puisque Luc me disait l'autre jour que c'était 6 mois, mais quand j'étais à l'APEC, il y a maintenant 2 ans et demi, c'était 1 an pour un cadre, 1 an et demi, même quelquefois, pour la recherche d'emploi. Après, ce sont des leviers, ce sont des boosters. Je ne sais pas exactement ce que vous y faites. Je vais quand même revenir, en revanche, sur l'enquête dont vous parlez, parce que ça m'amuse beaucoup, ces enquêtes. Vous n'avez même pas idée du nombre d'enquêtes qui sortent tous les jours. Donc on raconte aux États-Unis qu'il y a 90% des recruteurs qui utilisent les réseaux sociaux. En France et en Europe, il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont prouvé que c'était au moins 50%. Donc l'enquête que vous indiquez, peu importe si elle donne 30%, là où finalement, pour moi, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, c'est que même si aucun recruteur au monde n'utilisait les réseaux sociaux, vous, en les utilisant, vous vous donnez davantage de chances. Donc après, moi, je vous donne un chiffre. En 2 ans d'existence de ma société, nous avons formé 400 recruteurs aux réseaux sociaux. 400 recruteurs. Donc, les recruteurs, tous les recruteurs de Robert Walters, tous les recruteurs du cabinet Expert qui fait partie du groupe Adecco, les recruteurs des brasseries Cronenbourg, de SNCF, de Michelin, de CGI, de Accenture demain. Donc, si ce n'était pas un outil intéressant pour les recruteurs, pourquoi vous dites non ? Là, je connais bien, je peux vous dire, j'y ai travaillé, donc ils ne sont pas encore tout à fait sur les réseaux sociaux. Mais vous y étiez quand ? L'année dernière. D'accord. Nous avons formé l'équipe recrutement l'an dernier. Après, est-ce que, après une formation, quelle va être l'utilisation par les recruteurs ? Nous, même si on assure un service après-vente, on ne peut pas contrôler, fliquer, ce n'est pas du tout notre rôle, les personnes à qui nous avons délivré une formation. Aujourd'hui, de plus en plus de recruteurs utilisent ces réseaux sociaux, point, c'est juste une réalité, au vu des sollicitations qui sont les nôtres. Après, là où c'est intéressant, l'enquête que vous mentionnez, parce que beaucoup d'enquêtes en France indiquent qu'effectivement, il n'y a que 2% de personnes qui ont retrouvé grâce aux réseaux sociaux. Il n'y a que 5% de recruteurs qui ont trouvé les bons candidats grâce aux réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est juste une erreur, ces enquêtes, pour la simple et bonne raison que finalement on ne va pas traquer la bonne chose. C'est-à-dire que finalement on ne peut pas mesurer l'impact des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que même si le premier contact, la prise d'information, côté recruteur ou côté candidat, s'est fait via les réseaux sociaux, l'acte de candidature dans sa majorité aujourd'hui se fait via l'annonce, via le site emploi, via le site carrière, et donc on ne va pas mesurer l'utilisation à un instant T du réseau social parce qu'on va recevoir le CV par un autre biais classique. Et du coup, on va dire les réseaux sociaux, non, ne rentrent pas en ligne de compte. De la même manière, il y a une enquête Région Job qui est faite chaque année, ils vont mesurer le nombre de candidats qui sont recrutés grâce au cabinet de recrutement, mais sans se poser la question de savoir comment les cabinets de recrutement ont trouvé ces candidats. Donc, si ça se trouve, ces cabinets de recrutement, on les a retrouvés à 90% sur les réseaux sociaux. Mais ça n'est pas comptabilisé. C'est comptabilisé sous cabinet de recrutement. Vous comprenez ? Donc, on ne peut pas aujourd'hui mesurer l'impact réel. Mais finalement, peu importe les chiffres, encore une fois, même si aucun recruteur ne les utilisait, vous avez, vous, intérêt à les utiliser. Et nous disons la même chose aux recruteurs, même si les candidats ne les utilisaient pas bien, le fait est que les recruteurs peuvent les trouver. Donc, ce serait dommage pour eux de s'en priver. Après, côté recruteur, ça met beaucoup de temps, hein. Il y a une résistance au changement formidable au niveau de la fonction RH et notamment chez les recruteurs. On a l'habitude de travailler, on a eu l'habitude pendant des années de travailler avec la presse. Il a fallu 10 ans pour que les sites emploi s'imposent comme quelque chose d'incontournable, comme s'ils avaient toujours été là. Ça ne fait que 10 ans
que Viadeo et LinkedIn existent. Donc voilà, l'idée pour moi, c'est de vous permettre de sauter à bord du train et de ne pas le laisser passer devant vous, et d'être parmi les premiers encore, même si ça fait 10 ans, si demain vous vous mettez à utiliser efficacement et dans la durée, de manière active ces outils, ben vous allez faire partie des happy few qui peuvent sortir du lot. Après, je ne dis pas non plus que c'est magique à tous les coups, et il faudrait échanger de manière plus approfondie sur vos démarches pour savoir s'il y a des choses que vous faites bien ou pas bien, mais ça mérite une discussion à deux et pas... voilà. Désolé, si je ne peux pas vous aider plus. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Patrick. Oui, Jean-Christophe, pour ceux qui ne me connaissent pas, Patrick Béra. Donc, je suis qualifié sur Viadeo et ce n'est pas moi qui vais trouver l'intitulé relationneur. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a peu de recruteurs qui ne vont pas jeter un œil sur les réseaux sociaux quand ils ont un candidat. Et ça peut être mortel s'il n'est pas présent. Tout simplement. Il faut y être. Exactement. Alors voilà, j'ai parlé de 3 catégories tout à l'heure, côté candidat, côté utilisateur, mais il y a aussi plusieurs catégories côté recruteur. Il y a le recruteur qui se contente de vérifier les informations du CV et qui finalement, pour lequel les réseaux sociaux ne constituent pas un outil de recherche de candidats. Donc lui, il a fait le tri des CV. Je vais vous donner un schéma. Il reçoit 100 CV, il va en garder une quinzaine. Sur ces 15, il va vouloir faire une qualification téléphonique pour en recevoir peut-être 5-6 en entretien, ce qu'on appelle la shortlist. Et là, il est allé voir, en googlisant les personnes, qui elles sont. Et est-ce qu'elles sont présentes sur Viadeo? Est-ce qu'elles sont présentes sur LinkedIn? Est-ce que ce qu'elles racontent en ligne atteste, accrédite, appuie ce qu'elles racontent dans leur CV? L'idée, c'est aussi d'enrichir les informations du CV, évidemment. Ça, c'est une catégorie de recruteurs. Il y a une catégorie de recruteurs qui, quand ils ont cherché partout sur les CV Tech, APEC, Monster Cadre Emploi, de temps en temps se disent « bon, je vais essayer Viadeo, LinkedIn ». Ces recruteurs, généralement, ils n'y retournent pas parce qu'ils en attendent la même chose qu'un site emploi. Ils pensent que ça va répondre de la même manière. Or, comme ils s'adressent très souvent à des personnes qui sont des candidats passifs, donc qui sont des candidats qui ne sont pas nécessairement à la recherche active d'un poste, ils ne vont pas forcément avoir une réponse aussi réactive que quand ils sollicitent quelqu'un via un site emploi. Parce que quand on écrit en tant que recruteur à un candidat sur APEC Monster Cadre Emploi et que le candidat vient de mettre son CV dans les 2-3 derniers mois, en principe, il répond dans la journée. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de recruteurs qui le fait de temps en temps et qui le fait du coup mal et qui est même déçu du résultat des réseaux sociaux. Il n'y revient pas parce que ça ne répond pas de la même manière, tout simplement parce que ce n'est pas le même outil. Et il y a ceux qui vont plus loin, là aussi, les recruteurs qui ont compris que ça pouvait être utile. Et ceux-là, pour eux, ça représente un outil formidable. Nous, quand on intervient auprès de recruteurs, sur une équipe de 10 personnes, on a systématiquement le même schéma. On a 1 à 2 personnes qui sont convaincues que ça ne sert absolument à rien, les réseaux sociaux, que c'est nul, que c'est une perte de temps. Dans la même équipe, ils ne le savent pas avant la formation, ils le découvrent pendant la formation, il y en a 2 qui sont archi convaincus, qui ne font plus que ça, et pour qui ça marche du tonnerre. Et entre les deux, il y a le ventre mou qui se tâte, qui n'ira peut-être jamais, même après notre passage. Voilà. Donc, pour vous dire que les utilisations, même par les recruteurs, que ce soit en cabinet, que ce soit en entreprise, c'est d'une diversité incroyable, impressionnante. Mais même un recruteur qui, lui, ne serait pas très actif, si vous allez chercher les bonnes informations, que vous allez réussir à trouver son nom, sa fonction, son mail, que vous allez pouvoir lui écrire, que vous allez pouvoir booster, peut-être que ça fera la différence. Donc ne réfléchissez pas forcément à comment les recruteurs les utilisent, dites-vous que ce sont des accélérateurs et c'est à vous d'activer ces leviers. Voilà. Est-ce qu'on peut moduler le discours par secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où, j'imagine dans l'informatique par exemple, l'IT, c'est beaucoup plus utilisé que peut-être dans l'hôtellerie-restauration. Est-ce qu'on peut moduler ou est-ce que c'est... On ne peut plus. On ne peut plus. On peut plus. Non, on peut plus pour la simple et bonne raison que au début, donc il y a 10 ans maintenant, effectivement, les premières fonctions, les premières personnes que l'on a trouvées dessus, les premières populations, c'était des personnes dans l'IT, des informaticiens, des marketeurs, des commerciaux. Okay. Aujourd'hui, toutes les fonctions, tous les secteurs d'activité sont représentés. Et aujourd'hui, sur Viadeo est en train de se démocratiser et de s'ouvrir aux non-cadres. Donc ça aussi, c'est même un parti pris de Viadeo, un parti pris de différenciation par rapport à LinkedIn, c'est de s'ouvrir aux non-cadres. Je disais tout à l'heure, au début de mon intervention, que Viadeo est à 8 millions de membres en France. Or, en France, il y a entre 4,5 et 5 millions de cadres. Donc, entre 5 et 8, il y a 3 millions de personnes qui ne sont pas des cadres. Alors, il y a des entrepreneurs, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des professions libérales, mais il y a aussi de plus en plus d'infirmières,
de caristes, de techniciens, d'ouvriers spécialisés. C'est hallucinant le nombre de profils qu'on retrouve aujourd'hui sur Viadeo. Et ça commence timidement sur LinkedIn. Mais LinkedIn est quand même un peu plus exclusif, un peu plus cadre sup et parisien aussi, beaucoup plus parisien que Viadeo. Viadeo marche beaucoup plus en province. Donc après, moi, je vous encourage toujours à être présent sur les deux, pour la simple et bonne raison que vous allez mieux maîtriser votre image en contrôlant 2 résultats plutôt qu'un, que certains recruteurs vont utiliser l'un plus que l'autre, et que vous allez retrouver des contacts d'un côté et d'autres de l'autre. Donc à vous d'utiliser finalement les deux. Après, il y en a naturellement l'un des deux qui se développera davantage que l'autre. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, si, il y en a une. Eh bien, alors, à vous la parole. Je voudrais savoir comment utiliser de manière pertinente l'information qu'on peut trouver sur LinkedIn ou Viadeo des personnes qui ont consulté notre profil. Quoi en faire, finalement, cette Bonne info? question. On n'en fait pas forcément grand-chose. C'était intéressant au début, ça l'est un peu moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je crois, enfin c'est le cas sur Viadeo, il me semble que sur LinkedIn peut-être aussi, le simple fait de passer la souris sur un profil, quelquefois il y a un pop-up qui s'ouvre, ça suffit pour que l'outil considère que vous avez visité le profil, sans que vous ayez nécessairement appuyé, cliqué et rentré effectivement sur le profil. Donc c'est relatif. Après, si vous voyez que dans la même semaine, 3 fois, une personne qui travaille dans une entreprise qui pourrait vous intéresser, ou un recruteur intéressant dans votre domaine d'activité, est allé voir votre profil, peut-être que c'est une perche qu'il faut aller... voilà. À vous de voir. Vous pouvez toujours écrire à ces personnes en leur disant voilà, vous avez consulté mon profil, si il est susceptible de vous intéresser, j'aimerais échanger avec vous. Enfin, à vous de trouver l'accroche. Après, de la même manière que je suis recruteur et je consulte une CV Tech sur l'APEC, sur Monster sur Cadre Emploi, moi j'ai été recruteur. Entre le nombre de CV que j'ouvrais pour voir et le nombre de CV que je retenais et que j'appelais derrière parce qu'ils m'intéressaient, ouais, le ratio était énorme. Donc, ou faible, ça dépend du côté où on se place. Donc du coup, il ne faut pas imaginer que parce que quelqu'un a consulté votre profil, il est nécessairement intéressé par votre profil. Maintenant, ça peut même être l'inverse. Ouais. En fait. Parce que si quelqu'un a recruté le profil et qu'on n'a pas reçu de contact, on peut en déduire que le profil est pas... Ouais. Non. À vous de voir. Enfin, en tout cas, vous ne perdez rien à essayer et à dire, voilà, si vraiment la personne, bah, écoutez, vous avez consulté mon profil, rencontrons-nous. Pourquoi pas, bien sûr. Maintenant, pour avoir le droit de voir qui a consulté votre profil, il faut quand même avoir souscrit un abonnement. Ça, vous le savez. Alors, on a beaucoup parlé de LinkedIn et de Viadeo. Est-ce qu'on peut parler des autres réseaux sociaux qui n'ont pas une vocation professionnelle unique dans la recherche ou dans la définition de son identité numérique? Par lequel on commence? Oui, alors justement, pour compléter un petit peu ce que je venais de dire avant la question de madame, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a aujourd'hui une myriade de réseaux sociaux de niche. C'est-à-dire qu'à côté de Viadeo et de LinkedIn, vous avez des réseaux sociaux dans l'hôtellerie, justement, dans la culture, dans le tourisme, dans la médecine, dans la recherche, dans le digital. Il y a énormément de réseaux sociaux. J'en ai comptabilisé plus de 80 réseaux sociaux professionnels de niche, où vous n'avez que les acteurs d'un métier ou d'un secteur d'activité. Donc ça, c'est déjà des outils à aller éventuellement explorer. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous pérennes dans le temps, parce qu'il faut quand même trouver un modèle économique, et il y a déjà les 2 mastodontes que sont Viadeo et LinkedIn, mais à explorer. Et puis de l'autre côté, je parlais de démocratisation de Viadeo, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer à quel point Facebook peut se démocratiser. Donc on parlait de Facebook tout à l'heure. Facebook, c'est dingue, parce qu'il y a 3 ans, je disais, un jour, Facebook sera un outil de recrutement. À l'époque, tout le monde rigolait. Il y a 2 ans, ils ont ouvert une page donc, sur Facebook qui s'adressait aux demandeurs d'emploi américains, qui s'appelle Social Jobs Partnership, en partenariat avec le Pôle emploi américain et le ministère du Travail américain, et qui donnait un certain nombre de conseils pour aider les demandeurs d'emploi américains à trouver un boulot. Donc là, déjà, j'observais l'orientation qui allait dans le sens de ce que j'avais imaginé, sachant qu'à l'époque, il y avait déjà la possibilité, depuis assez longtemps, pour les entreprises de diffuser des offres d'emploi sur Facebook, ça fait un petit moment. Elles pouvaient le faire sur les pages des entreprises et voire quelquefois sur les pages carrières des entreprises. Donc vous avez énormément d'entreprises qui ont une page sur Facebook, mais la même entreprise peut avoir plusieurs pages sur Facebook. Elle peut avoir une page institutionnelle, corporate, et elle peut avoir, de la même manière qu'elle a un site carrière, quelquefois séparé de son site corporate, elle peut avoir une page carrière.
Donc une page sur laquelle vous allez avoir des vidéos métiers, des témoignages de collaborateurs, la culture, la philosophie, les valeurs de l'entreprise, où l'entreprise se vend et market son image employeur. Donc ça, c'est la possibilité de diffuser des offres. Il y a depuis quelques années aussi, 4-5 ans, des réseaux sociaux professionnels dans Facebook. C'est-à-dire que vous en avez 2 ou 3. Il y en a un qui s'appelle Benown de Monster, et vous en avez un qui s'appelle Branchout. Il y en a un troisième qui s'appelle Talents.me. Pardon. Alors, ils ne sont pas tous ils sont pas rencontrés forcément le succès, mais l'idée, c'était de créer dans Facebook des mini-poches professionnelles complètement étanches par rapport au Facebook tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est quand même dans Facebook, et que dans ces mini-bulles à l'intérieur même de Facebook, on avait la possibilité d'avoir un profil professionnel, simplement avec un import de son profil sur Viadeo et sur LinkedIn, et on avait la possibilité de retrouver ses amis ou des contacts professionnels qui ne sont pas forcément des amis Facebook, et de voir, grâce à eux, de la même manière que sur LinkedIn et Viadeo, les opportunités, les entreprises qui recrutent, ainsi de suite. Donc il y avait la possibilité de diffuser des offres, la possibilité de réseauter déjà, et donc Facebook qui rajoute une couche. L'an dernier, sur la même page où ils donnent des conseils pour les demandeurs d'emploi américains, ils ont agrégé toutes ces offres seulement sur le marché américain pour l'instant. Donc toutes les offres d'emploi qui sont diffusées aujourd'hui sur les pages emploi via des pubs, les ads sur Facebook, parce que quelquefois vous pouvez voir des offres qui apparaissent de la même manière que les pubs sur le côté sur Facebook. Toutes ces offres aujourd'hui pour le marché américain, vous les retrouvez au même endroit sur cette fameuse page, il y a un onglet dédié. Donc ça, c'était déjà encore un signe un peu plus affirmé de la volonté de Facebook d'aller vers le recrutement. Parce que les autres outils dont je parlais, c'était des outils tiers qui utilisaient l'écosystème. Mais ce n'était pas Facebook. Là, c'est Facebook qui choisit d'avoir une page, qui choisit en un même lieu de regrouper toutes les offres d'emploi qui sont diffusées sur la plateforme. Et là, début de l'année, il y a eu l'annonce du Graph Search. Je ne sais pas si ça parle pour tout le monde. Graph Search, c'est une technologie qui est encore en bêta pour l'instant, mais qui commence à être ouverte aux États-Unis et qui arrive en France. On peut se mettre sur liste d'attente. Vous faites juste Graph Search. D'ailleurs, si tu fais Graph Search, c'est intéressant. Sur Google, vous avez une espèce de démo. Et aujourd'hui, l'outil de recherche dans Facebook, qui n'a jamais été très puissant ni très fin, permet de chercher des personnes de manière beaucoup plus poussée. C'est-à-dire, je fais personnes qui aiment le vélo à Paris. Et je vais voir toutes les personnes que j'ai dans mes contacts, les contacts de mes contacts, qui ont renseigné qu'ils habitent Paris et qu'ils aiment le vélo. Puis je mets personnes qui aiment le vélo à Paris et qui sont ingénieurs informatiques. Et je vais avoir toutes les personnes, ou je vais en avoir qui disparaissent évidemment, et je vais garder seulement celles qui sont ingénieurs informatiques. Voilà, donc voilà un peu la démo. Donc le Graph Search, ça c'est un outil incroyablement puissant. Et il y a un outil français qui utilise déjà tout l'écosystème Facebook, qui a développé un outil pour les recruteurs à partir de ça. Et Mark Zuckerberg a dit lors du lancement de ce système, nous allons faire de Facebook une plateforme de recrutement. Facebook, il y a quand même juste 1,1 milliard de personnes sur Facebook. Donc ça devient du jour au lendemain la plus grande base de recrutement au monde. Enfin, il y a Google qui est encore plus grand, mais voilà. Donc Facebook, c'est énorme. Si ça se développe, demain, dans votre profil, depuis 10 jours, vous avez la possibilité de mettre des compétences professionnelles dans votre profil. C'est-à-dire qu'il y a un onglet qui vient d'apparaître il y a 10 jours, une rubrique, qui, de la même manière que les compétences sur LinkedIn et Viadeo, vous permet de rentrer des compétences professionnelles. Et je terminerai juste là-dessus parce que c'est intéressant. Aux États-Unis, il y a un Français qui a lancé un système de gestion des candidatures. Donc il enregistre tous les ans, je crois, jusqu'à 5 millions de candidatures l'an dernier. Et sur 2012, sur 5 millions de candidatures, lui donne la possibilité sur son outil soit de postuler avec un CV, soit de postuler avec un profil LinkedIn, via un bouton qui s'appelle Apply with LinkedIn, soit via son profil Facebook. Et aux États-Unis, sur 5 millions de candidatures, donc c'est quand même énorme, tout secteur d'activité, tout métier, il y a eu 60% des personnes qui ont candidaté avec un CV, ce qui paraît encore assez logique aujourd'hui, c'est la démarche classique. 40% ont candidaté via un profil social. Sur ces 40%, 60 l'ont fait avec un profil LinkedIn, et 40 des 40% l'ont fait avec un profil Facebook. Donc plutôt les cols blancs, les cadres via LinkedIn, et les cols bleus via Facebook. Donc aux États-Unis, ils ont beaucoup moins de soucis que nous sur cette séparation entre vie perso, vie professionnelle, et ils renseignent beaucoup plus leur profil que ce qu'on fait en France.
Donc il y a un jour, on va arriver petit à petit à le faire également en France. Et moi, je suis en train de me dire qu'il va falloir commencer à renseigner son profil Facebook de la même manière qu'on renseigne Viadeo, LinkedIn. Alors après, en paramétrant bien tout ce qui est confidentialité sur Facebook, mais vous allez être de plus en plus approché, sans doute dans les prochaines années, alors ça va commencer timidement évidemment, par des recruteurs directement sur Facebook. Alors quand on dit déjà aujourd'hui qu'il faut faire attention à ce qu'on fait sur Facebook quand on est en recherche d'emploi, il ne faut pas avoir une photo délirante par rapport à ses autres présences sociales, il ne faut pas faire n'importe quoi sur Facebook, de plus en plus demain, on va être sur une plateforme qui est en train de se professionnaliser. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était la question, mais j'imagine qu'il y a plein de gens dans la salle qui doivent être en train de se dire « Ouh là là, qu'est-ce que j'ai mis sur Facebook ?» Allez-y. Allô, oui. Donc la question, c'était justement, est-ce qu'il faut créer 2 profils ou un profil sur Facebook dans ce cas-là, si on veut commencer à se montrer en tant que candidat et donc avoir un profil professionnel à côté de son profil perso? Non, parce que, on a longtemps proposé ça. Et en fait, on s'aperçoit que Facebook peut se rendre compte que les 2 profils appartiennent à la même personne, surtout si c'est fait à partir de la même adresse IP, si vous la créez à partir du même ordinateur, donc c'est juste une catastrophe. Et du coup, peut supprimer les 2 comptes. Donc c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc je ne conseille pas forcément de créer un 2e compte. Et puis quelquefois, ça devient un peu ambivalent d'avoir 2 comptes et pas forcément facile à gérer. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un seul compte, mais sur ce compte, de faire attention à ce qu'on y fait et de créer de la même manière que vous avez des cercles sur Google+, vous avez la possibilité de créer des groupes, des familles de contacts sur Facebook. Et du coup, vous allez pouvoir isoler d'un côté les amis, de l'autre les contacts professionnels, de l'autre juste les connaissances, et ne pas partager la même chose avec chacune de ces personnes et chacune de ces catégories. Donc on peut déjà aujourd'hui, de manière très fine, régler ces paramètres de confidentialité et du coup ne pas tout montrer. Et puis en principe, Graph Search, dont j'ai parlé, ne peut aller chercher que les informations rendues publiques par l'utilisateur. Donc là aussi, il y aura la possibilité de ne pas forcément être trouvé via ce biais, jusqu'à ce que Mark Zuckerberg et Facebook décident de changer les règles du jeu, évidemment. Alors, donc ça, c'est des réglages qui ne sont pas hyper simples à trouver, mais il faut savoir que quand vous allez sur votre profil, c'est pour chaque chose chaque catégorie, un événement, un statut, une photo, vous pouvez régler la diffusion, la portée de diffusion pour chaque catégorie. Voilà. Ça part de votre profil. Voilà. On ne va pas faire un atelier Facebook parce que c'est vrai qu'on pourrait faire ça plusieurs heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore sur Facebook ou sur Viadeo et LinkedIn? Non. Alors, allez-y. C'est un peu en complément de ce qui vient d'être dit avant. Est-ce que l'utilisation de pseudonymes, justement pour gérer différents aspects privés et professionnels, sont des choses qui se développent? Oui, c'est des choses qui ont toujours existé. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de ne pas forcément se rendre visible. On peut, pour rester sur Facebook, on peut utiliser Facebook de manière vraiment sous-marine, je vais dire ça comme ça, en étant avec un pseudo ou même sous son nom, mais sous son nom, décider de n'être visible que de ses amis. C'est-à-dire que de n'être visible que des personnes que vous avez vous-même approchées sur la plateforme pour qu'elles deviennent vos amis. Et après, vos amis vous voient, mais tous les autres membres et utilisateurs de Facebook ne peuvent pas vous trouver. On peut, sans être complètement invisible sur Facebook, être présent sur Facebook, mais ne pas être trouvé sur Google. Donc on peut aussi paramétrer ça. De la même manière, sur LinkedIn et Viadeo, là je ne vois pas forcément l'intérêt, mais on peut utiliser ces plateformes pour la plateforme, mais sans que votre profil ne soit référencé par Google. Donc il y a plusieurs niveaux de confidentialité et d'utilisation, après, sans forcément avoir un pseudo. Après, vous pouvez aussi décider d'avoir un pseudo, effectivement, et du coup mener des activités qui vous plaisent sans risque. Et puis de l'autre côté, vous avez un profil un peu plus propre avec votre nom. Après, il y a mille et une façons de faire, hein, forcément, mais voilà. Bon, pour le savoir, si votre profil est bien configuré, je vous passe la parole tout de suite, vous pouvez le tester. Hein. Vous vous déconnectez de Facebook, vous allez dans Google, vous tapez votre nom et vous regardez, parce que Facebook est aussi très bien référencé. Je regardais là pour moi, Facebook n'arrive pas tout de suite, parce que moi j'ai un problème, je me bats avec les pierres de France, les carrières qui font des pierres en France. Ah oui. J'ai un petit souci, mais bon, je contrôle quand même 4 résultats sur 5. Prenez un micro. Un peu plus technique. Non, pas de micro. Quand on veut supprimer sur un réseau social une adresse, comment peut-on procéder? C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une adresse auparavant que j'utilisais,
qui n'est plus valable. Une adresse mail? Oui. Ouais. Alors sur chaque réseau social, que ce soit vidéo ou LinkedIn, vous pouvez avoir jusqu'à 2 adresses mail que vous indiquez. Il y en a une qui est la principale et l'autre qui est la secondaire. Donc il faut juste aller dans les paramètres, choisir une deuxième adresse, la passer en principale et supprimer celle qui est devenue secondaire. Donc ça, après, c'est juste un réglage. Oui, mais ça se fait sans aucun souci. Mais c'est la principale qui apparaît de facto sur votre profil. Donc il faut toujours faire attention à quelle est celle des 2 adresses. Sachez qu'en ayant plusieurs adresses, par exemple mon adresse professionnelle et une adresse personnelle, je donne la possibilité aux personnes qui me connaissent d'être trouvées plus facilement. Parce que quand vous arrivez sur une plateforme comme celle-là, on vous donne la possibilité de croiser vos contacts mail avec les contacts mail des personnes qui sont déjà présentes sur Viadeo, sur LinkedIn. Donc si vous indiquez vos 2 adresses, des personnes qui vous chercheraient par ce biais-là peuvent vous trouver plus facilement. Après, il n'y en a qu'une seule qui apparaît sur votre profil et elle n'apparaît sur votre profil qu'auprès des personnes qui sont en contact avec vous, les contacts directs. Sauf si vous décidez, comme moi, de la faire apparaître également dans la bio, le résumé, puisque là, on peut vraiment la rendre visible. Mais sinon, elle n'apparaît qu'auprès des contacts directs. On peut tout paramétrer sur Viadeo et sur LinkedIn. De la même manière que Pierre le présentait sur Facebook, surtout sur Viadeo, il y a aussi un endroit où on peut gérer toutes les choses que vous faites sur Viadeo. Et alors ça, c'est quand même utile aussi quand on est, par exemple, en poste et qu'on recherche un boulot et qu'on a parmi ses contacts son boss, ses collaborateurs, ses collègues, de veiller peut-être à ce que toutes les informations que l'on va partager ne soient pas forcément vues de l'équipe dans laquelle vous travaillez. Donc vous pouvez gérer point par point. Par exemple, je change ma photo, je change mon intitulé, je rentre en contact avec un recruteur. Tout ça, vous pouvez décocher les cases et du coup, ça n'est plus visible des personnes que vous connaissez. Donc là, on peut vraiment tout paramétrer. On peut tout rendre visible, tout rendre invisible ou gérer point par point, de manière très fine. D'autres questions sur les réseaux qu'on a évoqués? Non? J'ai pas parlé de Twitter, alors rapidement comme Twitter. Justement. Twitter n'est pas un réseau, Twitter est un média social, ça c'est super important. Parlons un peu de Twitter. Oui. Donc j'ai mis mais j'avais pas vu. Ouais, j'ai mis le profil Orange Jobs. D'accord. Que je connais bien, je connais toute l'équipe et ils sont sponsors de mes événements. Donc. Explique-nous un petit peu comment ils bossent à Orange Jobs, alors avec Twitter. Ouais, alors bon, c'est un bon exemple, il y en a d'autres. De la même manière que je disais tout à l'heure que sur Facebook, on peut avoir une page carrière, il y a de plus en plus de comptes Twitter carrière, de comptes Twitter recrutement. Donc Orange Jobs, c'est pas Orange qui va raconter les produits que vous allez retrouver dans les boutiques, c'est plutôt quelle est la politique RH d'Orange, quelles sont les perspectives de carrière, quelles sont les opportunités professionnelles du groupe. Ils vont partager des vidéos métiers, des témoignages, enfin tout ce qu'on va faire côté marketing employeur. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire sur Twitter. Twitter, pour en revenir quand même à Twitter, Twitter n'est pas un réseau social. Pourquoi? Parce que sur un réseau social comme Viadeo, comme Facebook, comme LinkedIn, vous avez la possibilité d'aller chercher une personne et de l'inviter à rejoindre vos contacts. Sauf que cette invitation nécessite la réciprocité. C'est-à-dire que la personne qui reçoit l'invitation doit l'accepter pour qu'elle fasse partie de vos contacts et que vous fassiez partie de ses contacts. Sur Twitter, il n'y a pas du tout cette réciprocité. Donc vous choisissez de suivre quelqu'un parce que cette personne partage du contenu qui vous intéresse. Alors que je dis quelqu'un ou une entreprise, un média, un homme politique, enfin peu importe. Et cette personne n'est pas obligée de vous suivre en retour. Elle peut être informée via une notification ou aller vérifier de temps en temps quelles sont les personnes qui la suivent et prendre connaissance du fait que vous la suiviez, mais elle n'est pas obligée de vous suivre en retour. Donc il n'y a pas de réciprocité. D'accord ? Donc sur Twitter, c'est un grand journal d'information. C'est pour moi le méga journal planétaire où chaque utilisateur a la possibilité d'être d'un côté lecteur de ce journal et simplement s'informer. Donc on peut y faire sa veille tout court, s'informer de l'information, de l'actualité. On peut y faire une veille professionnelle très poussée. Mais chaque utilisateur peut aussi être lui-même acteur, c'est toujours la même chose, et être lui-même pigiste, journaliste pour ce grand média. Donc là, c'est quand vous allez commencer à écrire des tweets, à retweeter les autres. En tant que candidat, on peut y faire plein de choses. d'emploi, qu'est-ce qu'on fait avec Twitter alors ? De la même manière que la personne dont je parlais tout à l'heure, dont j'oublie le nom, la jeune diplômée de l'EM Strasbourg qui était passionnée d'aérien, je suis, je sais pas, un pro du marketing dans l'agroalimentaire. Je vais commencer à suivre toutes les personnes qui parlent d'agroalimentaire, toutes les personnes qui
exercent la fonction de marketing dans l'agroalimentaire, toutes les sociétés, je vais suivre Danone, je vais suivre Nestlé, je vais suivre Mars, je vais suivre les brasseries Cronenbourg, voilà. Et je vais essayer de relayer les informations que partagent ces comptes. Je vais à mon tour partager de l'information susceptible d'intéresser mes cibles. Finalement, c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont mes sources d'information et quelles sont mes cibles. Donc, comment me faire remarquer de mes cibles? Si mes cibles, ce sont tous les recruteurs en agroalimentaire, enfin, sur la fonction marketing en agroalimentaire, ben c'est à moi de suivre toutes ces personnes. Mécaniquement, il y en a un certain nombre qui va me suivre en retour, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui choisissent quand même de suivre en retour quelqu'un qui les suit sur Twitter. Puis, quels sont les sujets sur lesquels s'expriment ces personnes? Quels sont les fameux hashtags? Un hashtag, mot dièse maintenant, parce que le mot existe en français depuis quelques mois. Un mot dièse, c'est vous avez un dièse et derrière vous avez un mot. Par exemple, il y a sans doute un hashtag avec un dièse et écrit agroalimentaire tout attaché derrière. Et du coup, je vais aller voir un petit peu quelles sont les personnes qui partagent du contenu sur l'agroalimentaire. Et si moi, je commence à retweeter ces personnes, elles vont me voir. Si je commence à partager du contenu dans l'agroalimentaire, du contenu intéressant, utile pour les autres experts de mon domaine, je vais me rendre visible de ces personnes, même si elles ne me suivent pas, parce qu'elles suivent ce fil d'actu-là, sur ce mot-clé-là. Donc voilà un petit peu différentes façons de se rendre visible, de se faire suivre par une cible, et une fois qu'une cible vous suit, vous pouvez lui écrire en direct via le fameux DM. Moi, je donne un exemple juste sur la puissance du DM. Il y a maintenant 3 ans au moins, 4 ans, je ne sais plus, parce que ça fait plus de 4 ans que je suis sur Twitter. Il y a 3 ans, j'écrivais sur mon blog, mais pas autant qu'aujourd'hui, et j'avais réfléchi à l'avenir du recrutement. Qu'est-ce qu'il y aura après le e-recrutement, donc les sites emploi, et le recrutement 2.0, comme on a coutume de l'appeler pour les réseaux sociaux. Et je disais, voilà, c'est quoi le recrutement 3.0? Et plutôt que de réfléchir tout seul, je me suis mis à me dire, bah, tiens, j'ai devant moi une 50aine d'experts dans mon domaine qui tweetaient sur le recrutement, les réseaux sociaux. Je vais aller les interroger directement par DM. Je les avais pour la plupart jamais rencontrés. Je leur ai écrit un DM, c'était la veille de partir en vacances, c'était le 29 juillet, il y a 3 ans. Le jour même, j'avais 3 réponses de personnes que je suivais, qui me suivaient en retour, qui appréciaient ce que je faisais sans forcément qu'on se soit rencontrés, et qui répondaient à mon interview. Donc moi, c'est 140 caractères, j'avais, pour m'exprimer, je leur avais juste dit, voilà, après le e-recrutement et le recrutement 2.0, comment imaginez-vous, comment imagines-tu le recrutement 3.0? Ta réponse, et je mets 2 points, mon mail. Et j'ai des personnes qui, tout de suite, le jour même, m'ont envoyé leur réponse. Et pendant les 3 semaines de vacances que j'ai prises, j'avais tous les jours un expert qui s'exprimait sur ma plateforme. Je n'avais plus rien à faire, j'avais juste à poster son interview. Et c'est comme ça que mon blog a explosé. Donc, juste pour vous donner une idée de la puissance d'un outil comme Twitter. Twitter, c'est incroyablement puissant. Quand on a identifié ses cibles, ses sources, qu'on a été identifié par ses cibles comme un expert également dans son domaine, c'est le plus bel outil qui soit et c'est l'outil le plus efficace qui soit. Après, ça nécessite forcément, peut-être encore plus qu'ailleurs, d'être très actif. On n'est pas sur Twitter avec juste un message envoyé par jour ou un message par semaine ou par mois. Là, c'est juste une catastrophe parce que vous ne vous rendrez jamais visible. Ça nécessite forcément une présence, mais on peut le faire intelligemment. On n'est pas obligé d'y passer des heures non plus. Donc là aussi, j'ai tout un chapitre dans le livre, pour ceux que ça intéresse, sur l'utilisation de Twitter. J'ai donné quelques pistes, mais il y a encore d'autres recettes. Merci. Est-ce qu'on a des questions encore dans la salle ? Non ? Eh ben, on a fait à peu près le tour. En tout cas, on a en tout cas compris qu'on avait beaucoup à voir et beaucoup à comprendre. Donc voilà, je t'ai mis le profil de c'était Sophie. La personne dont on parle régulièrement, et on voit effectivement ces derniers tweets. Rien que pour la journée du 24 septembre, on en est à 5 ou 6 tweets. Voilà. Effectivement, il faut être actif. Voilà, je repasse la parole. Merci Jean-Christophe, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. On peut t'applaudir. Voilà, et je repasse la parole à Luc Bartel. Merci à vous. Merci Pierre, merci Jean-Christophe. Au sein de Nouvelle Donne, vous l'avez compris, le mot-clé est valeur ajoutée. La valeur ajoutée de celui qui cherche un emploi, la valeur ajoutée pour les cadres que nous accompagnons. Juste quelques chiffres. En 3 ans, nous avons accompagné 50 personnes. C'est de la qualité, ce n'est pas de la quantité. Nous pouvons accompagner en parallèle 16 personnes aujourd'hui. Nous avons régulièrement des places disponibles. La dernière célébration d'un retour à l'emploi, c'était avant-hier.
Nous en avons eu 2 en septembre, 6 en mai. L'année dernière, entre mi-juin et mi-septembre 2012, 15 personnes sur 16 ont trouvé un emploi. Voilà aussi les résultats de Nouvelle Donne. Donc n'hésitez pas, si vous-même cherchez un emploi, si vous connaissez des gens qui cherchent un emploi, à nous solliciter, soit sur notre site web. Nous avons également un profil sur Facebook. Allez-y, aimez-nous, contribuez. Et ce que nous allons également faire, comme aujourd'hui, et c'était juste la première, nous allons régulièrement organiser des conférences à forte valeur ajoutée pour tous. Voilà. Donc aujourd'hui, je tiens à remercier encore une fois Jean-Christophe, Pierre, et je vous remercie de les applaudir encore une fois très fort. Merci. C'est aussi pour nous l'occasion, bien sûr, de mettre en valeur des gens tels que Anthony qui a filmé toute la soirée, Jean-Christophe qui est connu dans toute la France et peut-être pas assez en Alsace, et puis Pierre avec Rue 89 Strasbourg.